Je redis dimanche 7 avril, de 11h à 12h sur e-Radio, la radio qui irradie. Mesdames, Messieurs, bonjour. La voix de Adja Tigui Dankeba qui nous introduit donc dans cette émission le jury du dimanche que nous avons le plaisir de présenter. Au micro, Mahmoud Ibrakan, Alioune Diassé à la technique, à la vidéo Barasso, et nous avons l'honneur de recevoir Ndongo Samba Sylla. Bonjour. Bonjour Mahmoud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste du développement et auteur et co-auteur d'une dizaine de livres. Votre dernière publication avec une consoeur française de Mediapart, Fanny Pigeot, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Ndongo Samba Sylla détient 4 titres de champion du monde de Scrabble francophone. Ce livre que j'ai sous les yeux, coécrit avec notre consoeur, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, sera traduit en italien, tenez-vous bien, et la parution de cette version italienne est prévue au mois de prochain. L'Italie, le CFA et la France, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais Ndongo Samba Sylla, on s'intéresse au nouveau gouvernement du Sénégal qui se met progressivement en place. Samedi, le Premier ministre sortant, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a été reconduit cumulativement avec les fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avec à la clé la suppression prochaine du poste de Premier ministre. Vous avez suivi cette actualité, comment vous réagissez? Je l'ai suivi, je dois avouer que j'ai été un peu surpris de la suppression du poste de Premier ministre. Tout le monde est surpris finalement. Oui, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que ça n'a pas été annoncé par exemple durant la campagne. Et donc les gens s'attendaient à un gouvernement normal avec un Premier ministre, etc. Et donc, bonne ou mauvaise surprise? Je ne sais pas encore, mais en tout cas ce qu'il faut dire c'est que c'est un peu déroutant. Et on a l'impression que ça augmente, en tout cas ça prouve d'une certaine manière les reproches faits au régime, disons, présidentialiste que nous avons dans ce pays-là. C'est-à-dire un régime qui tourne un peu autour de la personnalité du chef de l'État. Dans certains régimes, par exemple comme aux États-Unis, vous avez un régime présidentiel. Et donc la fonction présidentielle, elle n'est pas occupée seulement par le président. Mais au Sénégal, moi j'ai tendance même à penser qu'on a, disons, un régime présidentiel. C'est-à-dire que ça tourne autour de la personnalité du chef d'État. Et donc, du coup, je pense que pour des réformes constitutionnelles, ça demande un peu plus de, disons, de dialogue, de concertation. Parce que souvenons-nous, il y a eu les assises nationales. Et donc, le programme des assises nationales, c'était d'aller vers plus de parlementarisme, disons, avec des pouvoirs renforcés pour le Premier ministre. Et là, c'est comme si on allait à rebours, disons, des conclusions des assises nationales. Macky Sall, sur les assises, avait marqué quand même cette réserve en disant qu'il n'était pas un partisan du régime parlementaire. Ça c'est vrai. Mais d'une certaine manière, ce que ça montre, c'est que on pourra avoir un autre président un jour. Et donc, cet autre président pourra venir dire, moi maintenant je suis intéressé par le poste de Premier ministre. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, les institutions sont là, mais à chaque fois, elles sont taillées en fonction de celui qui occupe le poste de président. Et pour moi, c'est pas forcément une bonne évolution pour le régime politique sénégalais. Et les explications fournies par la présidence de la République, c'est que le chef de l'État a besoin d'avoir un rapport plus direct avec les ministres. Il a nommé le Premier ministre, il l'a reconduit tout en le nommant secrétaire général de la présidence de la République, et il aura la charge prochainement de conduire ce projet de réforme devant supprimer le poste de Premier ministre. Ce rapport direct que le chef de l'État a voulu avoir avec le gouvernement, rapport d'autorité je dirais, et est-ce que ça ne pourrait pas être séduisant? Tout dépend. Si on devait prendre ça d'une manière humoristique, j'allais dire que la primature a été délocalisée géographiquement à la présidence. C'est ça que ça me suggère comme image. Sachant que la fonction occupée par le Premier ministre, elle sera toujours nécessaire. Et donc, cette fonction a juste été délocalisée géographiquement à la présidence de la République. C'est comme ça que je vois la chose. Peut-être qu'il y a des raisons politiques interne, disons, à la coalition du gouvernement, et aussi peut-être que ça prépare par rapport aux élections législatives qui auront lieu à un moment donné ou à un autre. Et donc peut-être c'est des dispositions qu'il prend en anticipation peut-être de ces événements-là. Alors,
Le fast-track, c'est ce que le chef de l'État a dit dans son discours d'investiture le 2 avril pour le commun des mortels. Quel entendement faut-il en avoir pour l'économiste du développement que vous êtes? Oui, c'est des termes, disons, du lexique du management maintenant qui sont répandus un peu partout pour dire que l'administration doit être plus efficiente, orientée vers des objectifs et aussi que l'administration délivre des résultats dans les temps opportuns, dans les temps indiqués. Donc c'est un peu ça, rationaliser le fonctionnement de l'administration. Normalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et économiquement, quel intérêt cela peut avoir pour un pays comme le Sénégal? Mais ça veut dire qu'on facilite, disons, les transactions économiques, les transactions de nature administrative entre les citoyens, les usagers et l'administration. Et donc, ça fluidifie, disons, tous les échanges. Et donc, ça veut dire si on devait passer peut-être, disons, une journée à obtenir une pièce donnée, on va juste passer 1 heure de temps, etc. Donc ça, c'est une bonne chose a priori. Donc c'est des choses que tous les économistes, tous ceux qui veulent que le Sénégal aille de l'avant, souhaitent que ces mesures soient prises, évidemment, que l'administration soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus au service des usagers et des citoyens. Justement, la germination de ce gouvernement, est-ce qu'elle n'a pas pris trop de temps par rapport au fast-track qu'on veut adapter aujourd'hui comme système de gouvernance? Tout dépend de leur contingence, parce que la politique, c'est jamais facile. Et donc, peut-être qu'ils ont des choses à avoir entre eux. Donc, peut-être qu'il faut que ça prenne le temps qui est nécessaire. On va parler d'économie. C'est pour cette raison, fondamentalement, que nous vous avons invité, Ndongo Samba Sylla, puisque vous êtes économiste du développement. L'économie sénégalaise, avec l'ambition d'émergence que le régime actuel affiche à travers le plan Sénégal émergent, comment vous la qualifieriez aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 regards possibles. Le premier regard, c'est le regard que j'appelle conventionnel. C'est-à-dire que c'est le regard des bailleurs de fonds. Et donc, ce regard, consiste à dire, est-ce qu'il y a de bons taux de croissance économique? Est-ce que l'inflation est faible? Est-ce qu'on fait des réformes pour attirer les investisseurs étrangers, etc. De ce point de vue-là, on peut dire que le régime de Macky Sall a, d'une certaine manière, été un meilleur élève que les régimes précédents. Ça, on peut le dire, parce qu'on a vu qu'il y a eu des taux de croissance moins de l'ordre de 6%, disons, depuis 2013 et maintenant. Et donc, généralement, le taux de croissance économique, c'est un indicateur qui est très prisé par les bailleurs de fonds, etc. Et donc, ce régime-là a fait beaucoup dans ce domaine-là. Mais il y a un autre regard de l'économiste hétérodoxe, c'est-à-dire un économiste qui généralement se rebelle contre la vision économique des bailleurs de fonds. Parce que nous n'estimons pas que cette vision économique-là permette un développement maîtrisé. Et donc, si on regarde sous cette loupe-là, on se dit qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des problèmes qui sont là au moins depuis 1960. C'est-à-dire qu'on a des économies qui sont extraverties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accumulation interne de richesses ne dépend pas forcément de nos politiques. Cette accumulation répond davantage aux signaux, au développement de l'économie mondiale. Et donc, ce qui montre la nature extraverte de cette croissance, c'est un indicateur assez simple qu'on appelle le paiement net de revenus. C'est-à-dire combien vous payez de revenus à l'étranger, moins combien vous recevez. Et donc, qu'est-ce que vous payez? C'est les intérêts sur la dette. C'est les rémunérations des travailleurs expatriés. C'est aussi les profits qui sont transférés et les dividendes. Et donc, depuis 2012, on a vu qu'on est passé de 300 millions par année de dollars à maintenant presque 600 millions et plus. Et on se rend compte que en termes de poids dans le PIB, on est passé de 1,7% paiement net de revenus à près de 3% maintenant. Ça veut dire que la croissance augmente, bien entendu, mais également les paiements nets vers le reste du monde augmentent. Et donc ça, c'est un indicateur d'une croissance extravertie. Ça veut dire que la croissance, elle est là. Vous avez des ponts nouveaux, vous avez un nouvel aéroport, vous avez le péage, etc. Mais l'argent qui a servi à la construction de ces infrastructures, etc., de ces réalisations, une bonne partie retourne vers l'étranger. Et donc ça, c'est les conditions d'une accumulation qui ne sont pas maîtrisées. Et vous pensez qu'avec le plan Sénégal émergent, il y a risque que nous continuions
à avoir certes la croissance, mais une croissance extravertie. Parce que vous semblez dire que le PSE est une sorte de soumission aux politiques de la Banque mondiale et du FMI. En tout cas, je ne dis pas ça de cette manière, mais c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance extravertie. C'est-à-dire que on n'essaie pas de mobiliser d'abord les ressources locales pour pouvoir faire partir la croissance et avoir une croissance qui sera plus égalitaire sur l'ensemble du territoire national. Et généralement, comme j'ai dit, l'indicateur qu'on prend, c'est les paiements nets de revenus. Et vous voyez que la tendance, elle est très claire. Depuis 2013, ça s'accélère, ça augmente en chiffres absolus, mais aussi en termes de pourcentage du PIB, de 1,7 à 2,7%. Mais ce que nous a sauvés jusqu'à présent, c'est la diaspora. Parce qu'elle fait des envois. Et donc, ces envois pèsent 10% du PIB. Et donc, c'est ça qui nous sauve un peu la mise d'une certaine manière. Et donc, le rôle économique de la diaspora... Concrètement, soyez plus concret. Mais parce que lorsqu'on envoie de l'argent, ça pèse 10% du PIB, c'est important. Ça veut dire qu'on participe déjà aux efforts pour lutter contre la pauvreté. Ça veut dire aussi qu'on apporte des réserves de change. C'est-à-dire que si le Sénégal doit importer des choses, une partie de ces importations passe, disons, par ces réserves-là, envoyées par les pays, par notre diaspora. Parce que le Sénégal, depuis 1966, importe plus qu'il n'exporte. Donc, notre solde commercial est déficitaire. Là, je vous ai dit aussi que les paiements nets de revenus, nous sommes déficitaires. 1300 milliards oui, nous sommes déficitaires. Donc, là où on a, disons, une bouffée d'air, c'est la diaspora. Donc, si la diaspora faisait grève, ce serait très pénible pour notre économie. Mais ce qui sauverait la mise aussi, donc Samba Sylla, j'essaie de vous titiller un peu. Est-ce que ce n'est pas parce que le PSE s'appuie aussi sur un plan d'action prioritaire, notamment les politiques comme le PUDC, Puma, et la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, est-ce que ça ne sauve pas aussi la mise? Oui, d'une certaine manière, parce que ça contribue à atténuer, disons, la pauvreté dans ce pays, à réduire les inégalités sociales. Mais ça ne s'inscrit pas, disons, dans une optique, disons, de développement. Donc, pour être simple, je vais dire que, en tout cas, nous, économistes du développement, ce que nous appelons développement, c'est l'industrialisation. Et donc, on éradique la pauvreté grâce à l'industrialisation. Et donc, bourse de sécurité familiale, pour nous, c'est de l'économie palliative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler la pauvreté. Et donc, on essaie, disons, de donner certaines sommes pour dire qu'on ne peut pas régler la pauvreté. Donc, c'est un peu un palliatif. C'est de l'économie palliative. Pour réduire la pauvreté, il faut s'industrialiser. Il faut avoir un programme cohérent. Et donc, pour s'industrialiser, il faut disposer de tous les instruments qui permettent cela. Mais ces instruments-là, nous ne les avons pas ou nous ne les utilisons pas de la bonne manière. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que nous essayons de nous passer de tous ces instruments-là. Comme par exemple, lorsque vous signez des accords de libre-échange, que ce soit avec l'Union européenne ou avec, les pays africains dans le cadre de la zone libre-échange continentale, ça veut dire que vous ne voulez plus utiliser les subventions à certains secteurs. Vous ne voulez plus utiliser les outils tarifaires, alors que ce sont des outils de la politique industrielle et commerciale. Lorsque aussi vous vous astreignez à ne pas dépasser certaines limites en termes de déficit public et certains niveaux de dette, ça veut dire que vous n'avez pas les instruments de vos politiques. Et donc c'est un peu ça. En fait, nous avons un cadre de politique économique où nous ne disposons pas véritablement de souveraineté, de maîtrise sur les instruments qui peuvent permettre ce développement. Et ça, c'est le problème principal des pays africains, pas seulement du Sénégal. Et donc, du coup, la croissance économique, quand elle a lieu, elle est plus portée par la conjoncture mondiale que par les efforts propres des gouvernements. Par exemple, le Sénégal, depuis 2013, on a une bonne conjoncture parce que les termes de l'échange, c'est-à-dire nos prix à l'exportation, se sont relativement améliorés par rapport à nos prix à l'importation. Le dollar s'est apprécié un peu par rapport à l'euro et ça, ce sont des conditions qui structurellement favorisent notre économie. Et on s'est beaucoup endetté et le poids de l'endettement a doublé, disons, en 7 ans. Et ça aussi, tout ça contribue à cette croissance-là. Mais c'est porté par la conjoncture, d'une certaine manière. L'économie du développement, ce serait de faire quoi, concrètement, si on prend comme cas pratique un pays qui s'appelle le Sénégal? C'est d'abord la mobilisation des ressources internes. Ce qu'il faut se dire, c'est que, et là, ça va rejoindre la question de la monnaie. C'est-à-dire que un pays qui veut se développer
doit d'abord se dire que la monnaie étrangère, elle est rare. Les devises que nous avons, elles sont rares. Donc, on doit tout faire pour financer le développement à partir des ressources locales. Ça veut dire qu'il faut des programmes de financement locaux avec un système bancaire fonctionnel et un État qui appuie les secteurs stratégiques qui vont porter l'industrialisation. Parce qu'il n'y a qu'avec l'industrialisation qu'on peut créer suffisamment d'emplois pour éradiquer la pauvreté et pour limiter, disons, en tout cas la pression qui existe sur le marché du travail. Vous pensez que l'industrie sénégalaise est faible aujourd'hui? Oui, elle est très faible. Elle est très faible. Parce qu'il n'y a pas de programme d'industrialisation véritable. Parce qu'un programme d'industrialisation véritable, d'abord, ça commence par le développement de l'agriculture. Il faut que l'agriculture se développe. Comme ça, si on a l'autosuffisance alimentaire, on réduit, disons, les importations de produits alimentaires. Les économies qu'on fait peuvent être utilisées pour, par exemple, acheter des équipements, etc. Le secteur primaire nourrit le secteur secondaire. Oui. Pour parler de l'industrie. Oui. Ça, c'est des conditions de base qu'il faut. Et il faut aussi disposer de tous ces instruments-là. Par exemple, vous pouvez dire que tel secteur est bon pour la croissance à long terme, pour la création d'emplois, etc., pour les retombées technologiques. Et donc, il faut subventionner ces secteurs-là. Il faut, s'il le faut, mettre des tarifs douaniers. Mais si vous dites que je signe un accord qui dit que je ne peux plus utiliser les tarifs douaniers, mais ça veut dire que par... les APE, pour vous, c'est une catastrophe. C'est une aberration. Parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte qui pénalise, disons, vos exportations et après vous libéralisez vos importations. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous industrialiser comme ça. Je vous donne un exemple. Vous prenez la Norvège. C'est un petit pays. Lorsque la Suède l'aurait dit, disons, au 19e siècle, faisons une union douanière, mais la Norvège a refusé pour dire que si on fait cette union douanière-là, mais on n'aura plus d'économie. Et en Norvège, jusque dans les années 50, si vous vouliez importer du vêtement, c'est impossible. Parce qu'on a fait le choix de dire qu'il faut d'abord produire des vêtements sur place. On n'importe pas. Vous allez au Japon, vous voulez introduire du riz, mais vous payez des tarifs à 3 chiffres, 500% par là, voire plus. Et donc, en monnaie, c'est ces options-là qu'il faut prendre pour dire que le développement doit nécessairement passer par la maîtrise du marché interne. Mais si vous dites que je libère le marché interne pour les autres, vous ne pouvez pas vous développer parce que c'est la base de votre développement. Je rappelle que nous recevrons dans cette émission le jury du dimanche sur iRadio, l'économiste Ndongo Samba Sylla. Question des auditeurs, commençons par ceux qui ont réagi sur notre page Facebook. Mbach Mapate Ma, c'est son nom. Le Sénégal peut-il aspirer à une émergence économique sans l'intégration significative de son secteur privé dans la politique économique de l'État, vu que, selon Mbach, que les multinationales sont détentrices de notre économie? Tout dépend de l'option qu'on prend. Si on est dans cette... Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec lui? Les multinationales seraient détentrices de notre économie? C'est une manière exagérée de voir les choses. Évidemment, les multinationales sont là et détiennent les secteurs clés de notre économie. Comme elles sont présentes aussi dans d'autres pays, dans d'autres pays, parfois même plus présentes dans d'autres pays qu'au Sénégal. Mais tout dépend du modèle. Si on est toujours dans ce modèle d'accumulation extravertie depuis 1960 jusqu'à présent, évidemment, ça va se renforcer. Mais si on est dans un autre modèle hétérodoxe qui dit qu'il faut partir de l'accumulation sur la base de la mobilisation des ressources, c'est ce qu'il faut à mon avis. Et je dois préciser que l'émergence même, c'est un slogan. Parce que j'avais fait une petite recherche sur les 14 pays qui utilisent le franc CFA. À part la République centrafricaine, tous les autres pays ont quelque chose qui s'appelle émergence. Blaise Compaoré disait qu'en 2015, il allait faire émerger le Burkina Faso. Et en 2015, il est parti. Alassane Ouattara, dans son plan, disait qu'en 2020, la Côte d'Ivoire allait émerger. Alors qu'actuellement, la Côte d'Ivoire a un niveau de revenu réel par habitant inférieur au niveau qu'ils avaient 40 ans. Donc, ce sont des slogans. Parce que le vrai développement, c'est une chose sérieuse. Développement, pour les économistes du développement, c'est industrialisation. Un pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un pays riche, mais ce n'est pas un pays développé parce que ce n'est pas un pays industrialisé. Donc, pour se développer, il faut l'industrialisation. Et d'ailleurs, je vais citer le papier d'un économiste qui est connu, Danny Roderick, un professeur à Harvard. Il y a 1 an, 2 ans, fait un papier qui s'appelle « Croissance sans industrialisation ». Et dans ce papier-là, il avait donné l'exemple du Sénégal et du Rwanda. Il y a beaucoup de pays qui sont là, qui ont des taux de croissance économique importants, 6%, mais cette croissance est tirée juste par le fait que les agriculteurs quittent l'agriculture pour aller vers les services. Mais 3 ans plus tard, cet effet disparaît. Parce que c'est des services qui ne sont pas très
productif à long terme. Et donc, il y a un secteur qui n'existe pas, qui est embryonnaire, c'est le secteur manufacturier industriel. Et donc, c'est ça qui peut porter la croissance à long terme. Et justement, en ce sens, il n'y a pas encore suffisamment d'efforts. Est-ce que le secteur privé national a de bonnes raisons de se plaindre de son manque d'implication ou de sa non-implication dans l'économie? D'une certaine manière, oui, sachant que le secteur privé n'existe pas encore en tant que tel. Parce que si on dit secteur... Ah oui? Oui. Parce que si vous avez, disons... C'est inquiétant ce que vous venez de dire. Non, c'est pas inquiétant parce que si vous avez des taux de chômage et des taux de sous-emploi qui, lorsque vous les cumulez, touchent plus de la moitié de votre population, ça veut dire que le secteur privé n'est pas encore là, véritablement. C'est un secteur qu'il faut créer. Il y a des entreprises privées sénégalaises qui sont là, mais il y a des entreprises qui doivent croître, qui doivent naître. Par exemple, dans le dernier rapport de l'ANSD sur le secteur formel, les entreprises du secteur formel, il n'y en a que 300 000. Il n'y en a que 300 000. En fait, il n'y en a que 3%. Ils représentent 3%, disons, de toutes les structures productives de ce pays. Donc, c'est très peu. Et donc, c'est pourquoi je dis que le secteur privé... On n'a pas d'industriels, on n'a pas de capitaines d'industrie? On les a, mais pas en nombre suffisant. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui crée le secteur privé. C'est une illusion de croire que le secteur privé s'est développé sans l'aide de l'État. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, si on raisonne en termes, disons, sectoriels, la dépense de l'État, c'est toujours une dépense pour le secteur privé, c'est-à-dire pour les ménages et pour les entreprises. Et donc, si l'État veut développer le secteur privé, l'État doit cibler sa dépense pour dépenser vers le secteur privé. Et donc, soutenir le secteur privé. Tous les grands champions que vous avez vus dans tous les pays développés, c'est des entreprises qui ont été soutenues pas à pas par l'État. État stratège, État VRP. Oui, c'est ce qu'il faut. Donc le secteur privé, il ne naît pas de lui-même. Il faut que l'État l'accompagne par les politiques appropriées. Et pour avoir les politiques appropriées, il faut avoir une palette d'instruments. On a l'impression, Ndongo Samba-Sylla, sur ce débat du secteur privé, qu'il y a une sorte même de dialogue de sourds, un problème même de philosophie finalement. Parce que quand le secteur privé dit à l'État, nous ne sommes pas impliqués, l'État a tendance à répondre à travers ses représentants, oui, vous ne vous organisez pas, vous n'êtes pas assez bien nassis pour pouvoir participer à, par exemple, à l'animation de l'économie. Oui, peut-être qu'ils doivent s'organiser davantage, c'est vrai. Mais l'État aussi doit participer à cet effort d'organisation-là. Parce que lorsque, disons, les investisseurs étrangers viennent, ils empruntent à 1%. Et ici, on vous dit que si vous voulez emprunter, il faut minimum 15%. Mais ce n'est pas possible. Les conditions, disons, de concurrence sont d'ores et déjà faussées. Donc, l'État doit faire en sorte que les coûts de l'emprunt soient le plus, disons, raisonnable possible. Et l'État aussi doit créer des marchés pour ce secteur privé-là. Parce que ce secteur privé-là, je ne parle pas des grandes entreprises qui sont connues, mais je parle des PME, PMI. Et donc, pour développer ce secteur-là, il faut l'accès au crédit. C'est important. Et il faut aussi des marchés. Si vous regardez les enquêtes qui sont faites, généralement, les petites et moyennes entreprises vous disent quoi? On a deux contraintes principales. On n'a pas accès au crédit et on n'a pas accès au marché. Les conditions sont très déloyales. Ce sont les deux contraintes. Et ces contraintes-là, ce n'est pas celles que vous retrouvez dans les classements Doing Business de la Banque mondiale. Parce que ces classements-là s'adressent à d'autres types d'entreprises, notamment les investisseurs étrangers. Et donc, du coup, on fait des efforts énormes pour attirer l'investissement étranger et on ne fait presque pas les mêmes efforts pour les PME, PMI. Mais justement, PME, PMI, TPE, start-up, est-ce que c'est ce que la France aurait compris en lançant son Choose Africa, destiné justement à financer des PME, TPE africaines d'un montant de 2,5 milliards d'euros? Mais la question qu'il faut poser, c'est pourquoi Pourquoi la France dit maintenant, je vais vous financer parce que vous ne pouvez pas financer vos PME, PMI. Justement. On pourrait les financer. C'est toute la question. Oui. Vous pensez que ce que la France là envisage de faire, que ce sont nos États qui auraient dû le faire? Oui, et qui peuvent le faire. Et qui peuvent le faire. Oui, ils ne le font pas. Et pourquoi ils le font pas? En actionnant quel levier? Mais en faisant les réformes monétaires qu'il faut. Ah. En faisant les réformes monétaires qu'il faut. Parce que imaginez par exemple, dans les comptes d'opération, il y a 10 milliards d'euros à peu près. Ça dépend des années.
Et donc, la France peut venir dire, mais je vais financer vos startups 2 milliards d'euros. Mais on peut prendre 2 milliards là-bas et venir disons, investir dans les startups africaines. Sachant que l'objectif, c'est de dire qu'à terme, on contrôle l'innovation africaine. C'est-à-dire que les produits de l'innovation africaine vont être appropriés peut-être par la France et d'autres pays. Parce que ce n'est pas seulement la France qui a ce type de politique. La France réagit aujourd'hui sur ce terrain par rapport à la Chine, par rapport aux initiatives également américaines et d'autres pays, d'autres puissances. Et même les grandes entreprises françaises, comme Bolloré, avaient déjà commencé cela. Donc là, c'est une annonce même tardive du gouvernement français. Ce qui fait qu'il faut peut-être dire attention, quand on dit l'Afrique avenir du monde, cela se joue maintenant et que ces puissances-là sont en train d'anticiper. Mais c'est qu'il y a une chose que le Nigeria a compris et que les autres n'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'on va avoir une croissance démographique exceptionnelle en Afrique. Et donc, on aura de grands marchés. Donc, si on prend les politiques qu'il faut, l'Afrique pourra être autosuffisante parce qu'on aura de grands marchés intérieurs. Et donc, si on maîtrise ces marchés intérieurs-là, si on maîtrise les conditions de l'innovation, les conditions de l'accumulation, l'Afrique pourra être autosuffisante, indépendante. Mais maintenant, les gens anticipent parce qu'ils savent que leur avenir, c'est en Afrique. La France avait fait un rapport au Sénat, l'Afrique, notre avenir, pour dire l'Afrique, l'avenir de la France. Les Africains n'ont pas produit de rapport pour dire l'Afrique, notre avenir. Non. Ils se disent que si on continue avec les politiques orthodoxes, on va s'en sortir comme les Européens. Ce qui est faux, à mon avis. Mais toujours est-il que ce qui se passe, toutes les grandes puissances se disent que l'Afrique, c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et donc, si on veut continuer à maintenir notre statut géopolitique mondial, il faut qu'on puisse nous approprier, disons, des marchés africains, de l'innovation africaine, des produits africains, etc. Et malheureusement, nous disons que si on joue ce jeu-là, ça va nous bénéficier. Donc, l'intégration inconditionnelle dans la logique de la mondialisation actuelle qui est d'essence néolibérale. Nous parlerons tout à l'heure de l'emploi, de la création de richesses. Et quelque part, c'est aussi la finalité d'une entreprise, même si l'entreprise, elle est créée pour faire du profit. On en parlera tout à l'heure, mais vous nous avez lancé un peu dans le débat des réformes monétaires. J'ai sous les yeux, je le rappelle, ce livre, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, que vous avez coécrit avec une journaliste française de Mediapart, Fanny Pigeot. Donc, Samba Sylla, le franc CFA pose problème, vous l'avez toujours soutenu. Pourquoi vous pensez que le franc CFA nous empêche de décoller économiquement, autrement dit de nous développer? Parce que le franc CFA est né monnaie coloniale. Et le franc CFA continue de fonctionner comme une monnaie coloniale. Lorsque je dis ça, les gens pourront dire que non, le franc CFA est une monnaie africaine parce qu'en 1970, à partir de 1970, on a africanisé le personnel et les sièges ont été délocalisés. Ça, c'est la conception administrative, disons, du changement. Les mécanismes du franc CFA, les mécanismes à la naissance du franc CFA, donc la parité fixe, la centralisation des réserves de change, le libre transfert, tout ça, ça date, disons, de la période coloniale. Le ministre français de l'économie a dit récemment à Dakar, Bruno Le Maire, c'est faux de dire que le franc CFA n'est pas un bon modèle. Oui, mais il est dans son rôle. Lorsqu'il a fait ça, moi j'ai publié des statistiques sur la zone franc sur ma page Facebook. Et donc j'ai montré les taux de croissance entre 1960 et 2016. Parce que les économistes du développement disent que la croissance à court terme, c'est du bruit. On ne peut pas l'interpréter. La croissance, pour mesurer sa portée, il faut avoir du recul. 2 décennies, 3 décennies, pour voir sur le long terme. Et donc, lorsqu'on a cette approche, on se rend compte que pour les 3 plus grandes économies de la zone franc, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, il n'y a pas eu de développement, stagnation. La Côte d'Ivoire a eu un taux moins de croissance de son revenu réel par habitant de 0,45%. Cameroun, 0,8%. Sénégal, figurez-vous, 0,04%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu réel par habitant qu'on avait en 1960 est plus ou moins du même ordre de grandeur que le revenu qu'on avait en 2016. Il y a eu des variations entre-temps, mais sur le long terme, c'est la stagnation. C'est-à-dire qu'on croît pendant 10 ans et après, c'est la stagnation. C'est ça qui se passe dans la zone franc. C'est-à-dire que quand la conjoncture est bonne, vous avez la croissance, comme actuellement. Et quand la conjoncture se retourne, vous ne pouvez pas vous ajuster et donc vous perdez 10 ans, 15 ans. Et c'est la monnaie qui permet de s'ajuster. Le taux de change permet de s'ajuster. Donc, je ne dis pas que la monnaie est responsable de tout. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas une monnaie indépendante pas seulement vis-à-vis de la France, mais une monnaie qui vous permet de mener une politique indépendante,
vous ne pouvez pas avoir de développement. Autrement dit, il faut se retirer du CFA. Ici, le ministre français dit l'avenir de la zone franc appartient aux États membres de manière indépendante et souveraine. Et la France est prête à suivre toutes les propositions audacieuses. Oui. Mais en précisant sur l'amélioration de la zone franc. Oui. Alors, que faire? Se retirer. Est-ce que vous avez déjà entendu définitivement les Chinois dire nous sommes ouverts à des réformes sur le CFA? Est-ce que vous avez déjà entendu des Américains dire cela ou bien des Japonais? Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils renvoient la balle aux chefs d'État africains, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réponse là-bas. Et c'est l'histoire qui le montre. Pourquoi les chefs d'État ne réagiraient pas? C'est l'histoire qui le montre. Pourquoi? Parce que lorsque la Guinée de Sékou Touré a décidé de sortir de la zone franc, on sait ce qui s'est passé. Les services secrets français ont inondé de faux billets l'économie guinéenne, qui l'a complètement détruite. Et ça, c'est documenté par ce qu'ils l'ont fait. On connaît le cas du Togo avec Sylvanus Olympio. On connaît le cas de Gbagbo. Quand en 2011, au fort de la crise électorale, ils ont voulu battre monnaie, on sait ce qui est arrivé. Donc, on les a bloqués financièrement à partir de Paris. Mais Madagascar, la Mauritanie sont sortis. Ils sont sortis. Oui. Oui. Mais là, nous avons des chefs d'État qui savent que leur pouvoir, d'une certaine manière, repose, sur le fait d'avoir de bonnes relations avec la France. Donc, comme la France tient à son franc CFA et même veut l'étendre, parce que ça aussi, il faut le dire, le président nigérian, Mohamed Buhari, a dit très clairement en 2017, il l'a répété à plusieurs reprises, si vous voulez aller vers la monnaie unique CEDEAO, il faut que vous, pays UEMOA, 8 pays de l'UEMOA, vous nous fournissiez un plan de divorce. Parce que moi, Nigeria, je ne veux pas être sous la tutelle du Trésor français. Et c'est en 2020, normalement. Oui, mais depuis lors... Dans un an. Depuis lors... Normalement, on devrait avoir une monnaie unique CEDEAO. Oui, mais depuis lors, est-ce que vous avez entendu? Parce que ça, c'est une condition politique rédhibitoire. Est-ce que vous avez entendu? Et vous pensez que ça ne se fera pas? Non, ça ne se fera pas. Parce que, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'optique française et les chefs d'État ne sont pas prêts à couper le cordon ombilical vis-à-vis de la France. Est-ce que vous avez vu le président Macky Sall, le président Ouattara, Roch Marc Kaboré, etc. dire que oui, au Nigeria, nous allons fournir le plan de divorce à telle date? Ça a été dit publiquement par le président nigérian. Et donc, le président ghanéen, lorsqu'il est allé en France, il a été interviewé par TV5, il a dit que oui, nous avons des blocages avec la Banque de France et le Trésor français. Donc, actuellement, l'un des blocages, il y a d'autres types de blocages, mais l'un des blocages, il est politique. Vous voulez dire que la France n'est pas favorable à une monnaie unique CEDEAO, la France autre que le CFA. Veut élargir le CFA aux autres pays et isoler le Nigeria. Parce que Dominique Strauss-Kahn a fait une proposition en ce sens, en disant, voilà, c'est le même espace et on ne partage pas les mêmes. Donc, il faut étendre. Et donc, là, actuellement, s'il y a une question à poser à M. Macky Sall, c'est pourquoi il ne fournit pas le plan de divorce avec ses confrères, ses homologues. Comment sortir du franc CFA? Mais tout le monde en parle en disant, on se retire. Mais comment, concrètement? C'est prévu par les traités. Oui. Tout État qui veut sortir peut sortir individuellement en notifiant sa décision de sortie 6 mois à l'avance à ses pairs chefs d'État. C'est juste ça. Mauritanie l'a fait en 72 et aussi Madagascar. Donc techniquement, c'est des choses simples. On est au mois d'avril, le Sénégal notifierait sa décision de sortie aujourd'hui. Oui. Il sort au mois d'octobre ou au mois de novembre. Oui, mais techniquement, légalement, c'est simple à faire. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on veut faire véritablement? Et c'est là où je dis aussi que la monnaie unique CEDEAO n'est pas une alternative au franc CFA. Peut-être sur le plan symbolique, on pourra dire que maintenant, la France est hors du jeu. Et donc, c'est les Africains qui ont leur propre monnaie unique. Mais la monnaie unique CEDEAO poserait toujours les problèmes d'une monnaie unique. Parce que tous les travaux économiques montrent que la zone CFA n'est pas une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que les pays ne doivent pas avoir la même monnaie. Donc pourquoi les pays qui ne doivent pas avoir la même monnaie doivent aller vers une monnaie unique CEDEAO? Sachant que la CEDEAO, c'est une configuration autre. Parce que dans la zone CEDEAO, vous avez le Nigeria qui pèse plus de 50% de la population. Près de 2/3 du PIB de la région. Le Nigeria est un pays producteur de pétrole. La plupart du reste sont des pays exportateurs nets de pétrole. Importateurs nets de pétrole. Donc, ça veut dire que les cycles ne sont pas synchrones. Donc, si ça va bien pour le Nigeria, ça va être le contraire pour les autres pays. Mais monnaie unique parce qu'on pense qu'elle a des vertus. L'Europe a sa monnaie unique. L'Allemagne a renoncé à sa marque. La France a son franc français. L'Italie a sa lire. Et que le franc CFA est une monnaie unique. Donc, il faut avoir une monnaie unique CEDEAO. Les gens pensent qu'il y a des vertus de la monnaie unique, non? Ceux qui défendent la monnaie unique, c'est plus dans une perspective panafricaniste, liée à de l'unité, avoir la même monnaie, etc. Mais techniquement parlant, la monnaie unique pourrait être même catastrophique. Dans la zone euro, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que
une monnaie unique, vous ne la réalisez que si vous êtes une fédération politique déjà. Donc, si vous n'avez pas une fédération politique, vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique. Pourquoi? Parce que lorsque vous privez de l'instrument, monétaire et de change, lorsque vous avez une crise, vous devez recevoir des fonds pour compenser le fait que vous ne pouvez plus utiliser cet instrument-là. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Et donc, s'il n'y a pas le fédéralisme budgétaire, vous n'avez qu'un seul moyen d'ajustement, c'est-à-dire la paupérisation. Vous réduisez les prix internes, l'État baisse ses dépenses, les entreprises vont en faillite. C'est ce qui se passe. C'est les mécanismes d'ajustement qu'on a actuellement en zone CEMAC. C'est ce qui se passe. La croissance est de 0% et c'est une zone qui s'effondre. Mais dire que la monnaie unique CEDEAO n'est pas une bonne chose, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas être à l'avenir. Et je vais vous citer Maurice Allais, prix Nobel d'économie français, qui disait au début des années 90, et je le cite, « La réalisation d'une union monétaire et l'instauration d'une monnaie unique sont inconcevables sans la réalisation préalable d'une réelle union politique sur une base démocratique. Si l'on refuse une telle union politique, il faut refuser la réalisation d'une union monétaire et l'instauration d'une monnaie unique. » Et ce qu'il a dit est toujours valable. La zone euro, c'est une catastrophe. Pour vous, aujourd'hui, les États membres de la zone franc doivent chacun avoir sa monnaie nationale. Oui, mais le système que nous défendons avec Fanny Pigeot, qu'on appelle le système de monnaie nationale solidaire, ce système a été proposé par ce que je considère comme les plus grands économistes africains que nous ayons sur ces questions-là. Samir Amin, en 1970. Mamadou Diarra, qui a été le directeur de l'Office national des changes du Sénégal, en 1972. Et Joseph Pujang Pouemi, l'économiste camerounais, qui a été au FMI en 1980. Lorsque les gens nous disent que il n'y a pas de plan de sortie du CFA, vous ne proposez rien, c'est des gens qui ignorent leur histoire. Parce que des plans ont existé au minimum depuis les années 70. Ce que nous proposons concrètement, c'est très simple. Il faut que chaque pays puisse avoir sa monnaie nationale. La parité de cette monnaie est déterminée sur la base de ses fondamentaux. Par exemple, le Sénégal ne peut pas avoir la même parité que le Niger vis-à-vis de l'euro, parce que c'est des économies qui n'ont pas le même dynamisme. La Banque centrale, par exemple, freine des quatre fers, ne veut pas parler de cette sortie du français. Mais vous voyez, la question, ce qu'il faut dire, c'est que on n'a même pas une monnaie fiduciaire. On a une monnaie marchandise. C'est quoi la différence? Le logiciel qui informe les politiques monétaires date du 19e siècle. C'est l'étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez prêter du crédit, prêter de l'argent, crédit bancaire à Mamoudou Ibra Kane, il faut que ce crédit-là puisse être, disons, basé sur un certain stock, disons, d'or ou de devises. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec votre stock de devises ou stock d'or et la création monétaire intérieure. Et donc, ça, c'est le système de monnaie marchandise. Dans un système monétaire moderne, comme par exemple aux États-Unis, au Japon, etc., lorsqu'on crée de la monnaie, on ne se préoccupe pas de voir s'il y a l'équivalent en devise ou pas. Parce que si un projet est bancable, si ce projet est intéressant, il doit être financé. Parce que dans le système capitaliste, il ne doit pas y avoir de contraintes en termes d'épargne. Tout peut être financé dans la monnaie locale. Et donc ça, il faut le savoir. Lorsqu'il y a eu la crise aux États-Unis en 2008, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Federal Reserve, la Banque centrale américaine, a crédité dans les réserves des banques 28 000 milliards de dollars. Qui a vu de l'inflation? Parce que l'économie peut supporter ça. Lorsqu'on nous agite la menace de l'inflation, ça veut dire qu'on va laisser les pays africains dans la pauvreté. On vous dit que les autres peuvent créer de l'argent comme ils veulent et investir ici, et vous ne pouvez pas créer de l'argent pour donner des emplois à votre population, à votre jeunesse. Vous donnez raison au vice-premier ministre italien, vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui, il y a quelques mois, a attaqué la France sur le franc CFA en disant que c'était un moyen de maintenir l'Afrique qui utilise cette monnaie dans la dépendance. Il a fait des déclarations corrélant CFA et migration. Je n'irai pas jusque-là. Mais ce que nous disons dans notre livre, c'est que le franc CFA est un mécanisme de sous-développement. Et les statistiques le montrent amplement. Donc, il n'y a aucun pays de la zone CFA qui se soit développé ou qui ait atteint un temps soit peu des progrès importants, disons, dans le domaine socio-économique, éducation et santé. Les pays de la zone CFA sont les derniers de la classe de ce point de vue-là. Et quel intérêt aurait l'Italie à attaquer la France comme ça, de façon aussi frontale, mais parce qu'ils ont qui est son partenaire européen? Ils ont des problèmes internes. Oui. Parce que l'Italie, beaucoup de migrants passent par l'Italie. Et la France était là à donner des leçons. Et donc, eux, ils ont voulu riposter en touchant là où ça fait le plus mal. Donc, c'est une querelle franco-italienne. Et nous, la cause pour laquelle on se bat, le CFA,
a reçu un boost, on peut dire, médiatique, parce que même le New York Times maintenant a fait un article sur le franc CFA. Tous les journaux ont fait des articles sur le franc CFA. Il était bien que cette cause-là ait un peu plus de, disons, de médiatisation. Et je dois aussi faire une petite précision. Souvent, on entend des gens dire que la France garantit le franc CFA. Ça n'existe pas. Le président Modibo Keïta l'avait déjà dit, dans les années 60, que personne ne peut garantir votre monnaie. C'est quoi la garantie française? La garantie française consiste à dire que le Trésor français, le ministère des Finances, promet de prêter de l'argent aux banques centrales quand elles sont dans une situation de zéro réserve de change. C'est-à-dire les banques n'ont plus d'euros, n'ont plus de yens, etc. Et donc, le Trésor français promet de leur prêter cet argent-là. Mais ce qui se passe, c'est que quand les Africains mettent ensemble leurs réserves de change, ils n'ont pas besoin de Trésor français. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ces réserves doivent diminuer, il y a un indicateur qui est mis en place de sorte que lorsqu'on sait que ces réserves vont diminuer pour atteindre zéro, on fait tout pour que ça n'atteigne jamais zéro. Et donc, du coup, la France ne garantit jamais le franc CFA. Donc, lorsque les gens disent que la France gagne le franc CFA, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que si vous prenez la loi de finances française, il y a des lignes qui sont consacrées à la garantie, soi-disant, de convertibilité. Qu'est-ce qui est écrit dans cette loi de finances? 0 BCEAO, 0 Banque centrale BEAC, 0 Banque centrale des Comores. Donc, ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent le franc CFA. Et donc, la question qu'on me demandait, indépendamment, disons, des aspects avantages et inconvénients, pourquoi la France est dans le système CFA alors qu'on sait qu'elle ne garantit pas le franc CFA? Ndongo Samba Sylla, l'invité du jury du dimanche, il est économiste. Une réflexion de Yaya Dia qui mérite quand même un peu de précision. Au milieu des années 40, la France, un pays en pleine récession économique, a connu une monnaie imprimée et garantie par les États-Unis. Et le général de Gaulle, pensant que cela pourrait menacer la souveraineté économique et politique de la France, a rejeté cette monnaie. Moi, j'ai cherché un peu pour voir la véracité de cette information, mais il me semble qu'il y a un peu de méprise de la part de cet auditeur. C'est important de le préciser pour que, bien sûr, la confusion ne continue pas. Il y a beaucoup d'histoires, disons, fausses, non fondées sur le CFA. Parfois, on entend même dire fin des comptoirs français d'Afrique, etc. Très bien. Okay. C'était important de le dire ça à l'attention de Yaya Dia. Cela sert à ça aussi, une émission. Nous allons écouter 2 auditeurs qui ont envoyé des vocaux. Quelle est la part du budget de l'éducation au sens large du terme dans le budget national? Ensuite, les femmes étant majoritaires au Sénégal, quelle est leur force de travail dans le PIB? Alors, dans un livre intitulé « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », coécrit avec la journaliste française Fanny Bijot, il revient sur l'argument selon lequel le franc CFA est une question technique et qu'il faut la laisser aux techniciens, en l'occurrence aux économistes, en affirmant que la question du franc CFA est une question éminemment politique et que la France s'enrichit sur le dos de l'Afrique. Alors, en langage simple pour les profanes, j'aimerais que M. Ndongo Samba Sylla nous dise par quel mécanisme la France s'enrichit sur le dos de l'Afrique, pourquoi le franc CFA est mauvais pour les pays de la zone franc et pourquoi les pays concernés doivent prendre en main leur souveraineté monétaire. On a beaucoup anticipé sur cette question. Oui, on a beaucoup anticipé. Oui. Très rapidement, peut-être, pour en finir. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le franc CFA a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale pour permettre aux colonies africaines de participer à l'effort de reconstruction de l'économie française. Et donc, actuellement, ce qu'il faut dire, ce n'est plus la France elle seule qui bénéficie du franc CFA, mais c'est ce que nous appelons les intérêts extravertis, c'est-à-dire tous ceux qui ont intérêt à prendre l'argent dans les pays de la zone franc pour l'amener vers l'étranger, chinois, indiens, etc., élite africaine, tout ce beau monde profite du système franc CFA. Ceux qui perdent, c'est ceux qui veulent exporter des produits compétitifs. Ceux qui perdent, ce sont les entreprises qui veulent avoir des crédits bon marché. Et donc, c'est ça qu'on dit. Mais on ne dit pas, par exemple, que ce sont les réserves africaines passées là-bas qui permettent à la France de s'enrichir. Il y a des chiffres farfelus qui sont avancés, 400 000, etc. Ça n'existe pas. Le problème du compte d'éparation, c'est surtout qu'il contraint à une structure extravertie, l'étalon euro. Très bien. On va parler de l'éducation, mais j'y ajouterai la formation, puisque un des axes du discours d'investiture du président Macky Sall réélu récemment, c'est de dire
adéquation, formation, emploi. Question destinée à l'économiste, mais aussi aux champions du monde de Scrabble francophone. Oui, moi je suis toujours sceptique sur cette idée d'adéquation, formation, emploi. C'est important, mais c'est pas ça qui explique la nature, disons, du chômage, l'excès d'offres de travail que nous avons. En 2001, j'avais fait un travail de mémoire de maîtrise sur le concept d'employabilité. 2001, je vous dis, pour expliquer pourquoi ce concept ne permet pas d'expliquer le chômage longue durée en France. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à travailler sur les questions d'emploi pendant plus de 10 ans. Et donc, le chômage que nous avons ici n'est pas dû à l'inégation entre l'offre et la demande. Ça peut exister, mais ce n'est pas ça qui explique l'essentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un secteur qui n'existe pas. C'est le secteur manufacturier. Et donc, c'est ce secteur qui peut permettre de créer en masse des emplois non qualifiés, peu qualifiés pour la force de travail. Vous allez dans les rues, qu'est-ce que vous voyez? Des gens qui portent des gadgets, des marchandises importées et qui les vendent. Alors que ces gens-là devaient être dans des usines pour faire ces mêmes marchandises. Et donc, tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas venir parler d'adéquation, éducation, emploi. Parce que le type d'éducation dont nous avons besoin actuellement, il dépasse ce qu'on appelle actuellement les besoins du marché du travail. Parce qu'il faut maintenant se tourner vers l'intelligence artificielle, vers la robotique. C'est des choses comme ça qu'il faut. Mais pour l'instant, comme on n'en est pas là, il faut créer des emplois non qualifiés pour ces gens-là. Et c'est possible. Quand on a libéré l'arme monétaire, l'outil monétaire, on peut, par exemple, l'État peut venir dire, je vais dans une commune donnée, organisez-vous. Je sais que vous avez des besoins en termes d'assainissement, en termes de sécurité, etc. Moi, je mets, par exemple, je donne un chiffre comme ça aux arts. Je mets 70 000 francs par mois pour ceux qui veulent travailler 25 heures par semaine. Et donc, tous les gens qui veulent travailler ont un revenu. Et c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que ces gens ont un revenu. Donc, ça réduit la pauvreté directement. Et ces gens produisent des choses qui sont utiles pour l'économie. Et en même temps, ces gens ont du pouvoir d'achat. Et donc, ils vont acheter des produits des entreprises sénégalaises ici. Parce que la principale contrainte, comme je l'ai dit, au-delà du crédit, c'est la demande. Donc, vous ne pouvez pas avoir de secteur privé s'il n'y a pas de demande locale. Et comment stimuler cette demande si l'État lui-même ne va pas, au lieu de distribuer des bourses de sécurité familiale, mais qu'on donne des emplois directement, qu'on les garantisse, l'État finance, mais les communautés organisent cela. Dernière chose, le président, parmi les priorités, a parlé de sa volonté de mettre de l'ordre, on le dira comme ça, en tout cas au comportement d'incivilité qui règne au Sénégal. Dans quelle mesure ce désordre que nous dénonçons tous, cette indiscipline, impacte négativement une économie? Oui, moi j'ai tendance à relativiser ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est vraiment très dur généralement contre le peuple sénégalais. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, on a vu qu'il y a eu des guerres civiles, des conflits ethniques, des conflits ceci, des conflits cela. On n'a jamais vu cela au Sénégal. À chaque fois qu'il y a eu des élections, généralement, ça s'est passé dans le calme. C'est les Sénégalais qui ont fait ça. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est davantage les soutenir. Et aussi le leadership par l'exemple. Moi, souvent, je donne l'exemple de Thomas Sankara. Pourquoi? Voilà un monsieur qui, en 86, a donné l'exemple en disant « Je fais ma déclaration de patrimoine devant le peuple. Et j'ai un salaire de 138 000 francs. » C'est le leadership par l'exemple qu'il faut et pas taper sur le peuple. Le peuple suivra si on est exemplaire. Merci. Ndongo Samba Sylla, économiste du développement, avec 4 titres, s'il vous plaît, de champion du monde de Scrabble francophone. Je vais vous challenger prochainement. On va jouer au Scrabble. Avec plaisir. Le nouveau gouvernement est attendu dans la journée. Antoine Diouf est là d'ailleurs pour vous présenter le journal de midi. À la technique, Aliou Diassé Barasso à la vidéo. Mamoudi Brekan au micro. Il y avait également l'assistance de Sandra Bintandiaï pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.